C'est une fortune qui est virtuelle, hein, puisque c'est lié à des cours de bourse, ça n'est pas la fortune sur le compte bancaire de ces dirigeants-là. Ce qui est vrai aujourd'hui le sera peut-être moins dans 3 mois, dans 6 mois ou dans un an. Il y a des tendances lourdes, effectivement on le voit depuis des années, on le voit la fortune notamment autour de Tesla, d'Amazon. C'est vrai que l'année particulière que l'on a vécue, d'abord, je ne vais pas choquer tout le monde, mais il n'y a pas de crise économique, à part dans quelques secteurs d'activité liés au confinement. Mais on n'est pas dans une crise économique et financière telle qu'on l'a connue en 2008-2009. Donc on le voit bien que dès qu'on relâche, aujourd'hui, dès qu'on déconfine, la santé économique des entreprises se porte bien. Et aujourd'hui, on voit qu'un grand nombre d'entreprises... Et même mieux qu'avant pour un certain nombre d'entre elles, hein, dans les secteurs, la technologie, ce qu'évoquait Annick à l'instant. On pourrait citer aussi l'effondrement de certaines valorisations. Je pense que si on va dans le secteur de l'automobile, c'est pas le cas de Tesla, j'en conviens. Mais dans beaucoup de secteurs de l'automobile, évidemment, les cours des actions se sont littéralement effondrés. On pourrait parler d'Air France, même si c'est l'État qui est actionnaire principalement aujourd'hui, on pourrait parler de l'aéronautique des sous-traitants qui avait une cote exceptionnelle il y a 1 an et demi, parce que les carnets de commandes, je vous rappelle, d'Airbus, de Boeing, étaient pleins à craquer et qui se sont littéralement effondrés. Voilà, donc il faut suivre ces tendances, je suis d'accord, avec un certain amusement, mais surtout, il faut prendre du recul, parce que ça n'est qu'une photo à un instant donné. Elon Musk était en tête il y a encore 2 mois, aujourd'hui il est 2e, il repassera 1er demain, tout ça va Quand bouger. vous dites les tendances lourdes, elles sont quand même rarement à la baisse, c'est vrai. cela dit, pour ceux qui critiquent un peu notre système. Félicitons-nous quand même je sais que c'est toujours polémique, c'est pour ça que je vais prendre l'antenne, mais félicitons-nous de Bernard Arnault qui est à la 3e position d'un groupe comme LVMH. On voit bien d'ailleurs qu'on n'est pas dans une crise économique, puisque c'est un groupe de luxe qui aujourd'hui se porte à merveille, qui fait une croissance de plus de 52%, et globalement les marques du groupe LVMH, effectivement, se portent très bien. Alors, pourquoi, comment ? On voit bien que quand on a un grand capitaine d'industrie, lorsqu'on a une vision, une stratégie qui est clairement identifiée et qu'on est le leader mondial dans son secteur, oui, même dans des contextes très compliqués comme on peut l'avoir aujourd'hui et au niveau mondial, on peut s'en sortir, y avoir des groupes qui performent, qui créent de l'emploi et qui créent de la richesse. La différence entre un patron de TPE-PME que je suis et un grand patron du CAC 40, on va reprendre l'exemple de Bernard Arnault, c'est qu'évidemment, l'essentiel de ces impôts et de ces taxes, ils ne sont pas payés en France. Ils sont payés au niveau mondial. On le voit bien avec Amazon, on le voit avec Apple, qui a amassé un trésor de guerre considérable. Ils ne savent même plus comment utiliser leur argent, d'ailleurs, hein. C'est un des sujets. On le sait, c'est parfois même dans des paradis fiscaux. Et ils ont tellement accumulé d'argent qu'ils ne savent même plus comment l'utiliser. C'est ça qui est extrêmement choquant. Donc, est-ce qu'on peut réussir en France ? Évidemment que l'on peut. Voilà. On a un leader français quasiment dans tous les secteurs de pointe aujourd'hui au niveau mondial. On pourrait citer Air Liquide, on peut citer Michelin, on a le groupe Stellantis aujourd'hui qui regroupe dans le secteur automobile, on a des groupes comme LVMH, comme Hermès, on a de grands laboratoires, on y reviendra tout à l'heure, on n'est pas encore capable de produire en France parce qu'on a malheureusement détruit une grande partie de notre industrie, des emplois et des entreprises depuis 20 ans, mais on a la chance d'avoir des magnifiques laboratoires. Le vrai sujet de la France, c'est comment faire de nos TPE-PME, qui sont extrêmement nombreuses, de futures ETI, ces entreprises à taille intermédiaire, qui vont prendre le relais de la croissance demain. En fait, on a un énorme fossé en France, on a énormément de TPE-PME, on a énormément de grands groupes leaders sur leur secteur d'activité. Certains qui marchent très bien, d'où le nombre de milliardaires. Voilà, les ETI, ça s'améliore un tout petit peu, mais on est encore très loin, par exemple, de l'Allemagne, qu'on cite souvent en exemple, ou de certains groupes comme aux États-Unis. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on a énormément de talents. On a énormément d'entrepreneurs qui investissent, qui créent, qui ont des idées exceptionnelles. D'ailleurs, la France est réputée pour sa capacité à créer et innover. On a plein de patrons. Le vrai sujet, c'est qu'à l'inverse des Américains, quand les Américains croient dans un projet, ils investissent lourdement et massivement. Et ils donnent les moyens à cette entreprise de devenir un leader mondial dans les 10 ans. En France, on a cette capacité à créer, mais très vite, au bout de 4-5 ans, on a un pays qui parfois décourage plus qu'il n'encourage. Et donc, on a des entrepreneurs qui cèdent, qui prennent leur argent et c'est racheté par des fonds, par d'autres entreprises, d'autres pays, etc. C'est ça le problème. Mais notre capacité à créer, vous le regardez aux États-Unis, je crois que sur les 100 startups les plus innovantes chaque année, la France est très bien positionnée chaque année dans ces classements. J'ai été suffisamment critique sur un certain nombre de mesures du gouvernement, des retards. On ne peut que se réjouir à partir du moment où on commence à réindustrialiser notre pays.
c'est une bonne nouvelle. On parlait tout à l'heure d'autres entreprises. On a construit une usine from scratch, hein. L'usine elle existait, elle a été un peu depuis 20 chamboulée ans pour produire ce vaccin en particulier. Mais... Depuis 20 ans, notre pays a détruit plus de 2 millions d'emplois dans le secteur de l'industrie. Voilà, c'est la conséquence, on va faire trop de polémiques, la mise en place des 35 heures, la désindustrialisation, la perte de la compétitivité de la France. On a licencié massivement dans tous les secteurs de notre économie. On s'est totalement désindustrialisé. Aujourd'hui, on le paye cash. À partir du moment où on commence à réinvestir, à réindustrialiser, c'est une bonne nouvelle pour notre économie, c'est une bonne nouvelle pour les Français, et puis de retrouver un petit peu de maîtrise. Voilà, on a de jeunes start-up, on parlait du monde de l'entreprise tout à l'heure, qui se battent tous les jours pour industrialiser en France. J'aimerais en citer deux. Vous avez une entreprise comme Respire, qui fait des produits bio, correspondant vraiment au temps d'aujourd'hui. Vous avez Guillaume avec le slip français qui depuis maintenant plus de 10 ans a décidé de réindustrialiser en France, de refabriquer des caleçons, des boxers et toute une gamme en produisant en France. C'est ça les bonnes nouvelles et c'est cette économie-là qu'on doit absolument soutenir plutôt que d'aller à l'autre bout du monde, de fabriquer à des milliers de kilomètres qui se retrouvent coincés et qui finalement d'un point de vue purement écologique c'est tout simplement un désastre pour la planète. Donc c'est une très bonne chose et je dis 3 fois oui. Pour la production, vous savez, des gants en latex, voilà, où la matière première se trouve à l'autre bout du monde, je crois à côté du Cambodge précisément, c'est le seul endroit au monde où on le trouvait et où on était en rupture de stock. Donc aujourd'hui, il faut repenser notre stratégie et c'est vrai qu'on parle du vaccin aujourd'hui. Le latex, on risque pas de le produire chez nous, enfin, il y a quand même une matière première. mais par contre, on sait tous que fabriquer des médicaments, fabriquer nos fameux masques, on a la capacité aujourd'hui en France de pouvoir le faire, ce qui n'était pas le cas il y a un an, hein, c'était un des gros sujets. Aujourd'hui, on est capable à nouveau de produire des centaines de millions de masques dans notre pays. Bon, donc on est en train de progresser. Tout ce qui peut être à nouveau internalisé, circuit court, pour le respect encore une fois des normes, de la qualité, gagner en agilité, gagner en réactivité, c'est une très bonne chose pour l'ensemble de l'économie et donc on doit tous s'en réjouir et encourager ces initiatives. On parle encore de l'actionnariat, il faut que toute crise... à la bourse, hein, pour ceux que ça intéresse, Bourse de Paris. Il faut que toute crise ait son utilité et là où on doit prendre beaucoup de hauteur et de recul, que ce soit à la fois nos gouvernants politiques, à la fois nos entrepreneurs, nos investisseurs et les fonds, on voit bien qu'il faut avoir une vision à long terme. Et quand on investit dans une entreprise, voilà, on ne peut pas voir uniquement à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. J'espère qu'on verra notre stratégie d'investissement dans les entreprises, en tout cas sur j'allais dire des pans de notre économie qui sont stratégiques pour notre pays au niveau de la France, mais également de l'Europe. Et c'est par rapport à ça qu'on va devoir redéfinir un certain nombre de priorités d'investissement et avoir surtout une vision beaucoup plus long terme qu'on ne pouvait l'avoir jusqu'à présent. Voilà, la politique court-termiste, je pense qu'elle est terminée et ça doit être l'enseignement pour moi de cette crise sanitaire que nous vivons tous depuis plus d'1 an. Je pense qu'on a des personnes quand même brillantes en politique, enfin, en tout cas intellectuellement, hein, on a quand même globalement des têtes bien faites. Moi, ce qui me frappe le plus, je pense que le principal défaut de ce gouvernement et de notre président de la République parfois, c'est le manque de pragmatisme. Je vais citer juste un exemple très concret. Moi, j'ai été frappé quand on a eu la pénurie des masques, donc il y a exactement 1 an. Il y a 2 solutions quand vous êtes à la tête de l'État. On est capable d'arrêter des groupes comme Renault et PSA, de les mettre à l'arrêt complet. Et de l'autre côté, de partir d'une feuille blanche pour élaborer un cahier des charges pour les masques, passer des commandes par centaines de millions d'unités, par milliards, acheter au meilleur prix, gérer le contrôle qualité. Vous avez 2 options. Soit vous appeliez, par exemple, ce que personnellement j'aurais fait si j'avais été aux affaires. J'aurais appelé le président de Renault ou M. Tavares en disant « Écoutez, l'État est incapable de gérer. Je propose de sous-traiter cette mission à PSA. Vous êtes à l'arrêt, il faut travailler. Des acheteurs, vous en avez. Travailler au niveau mondial, vous savez ce que c'est. Parler avec les Chinois, vous savez ce que c'est. Négocier, vous savez ce que c'est. Je pense que ça aurait été bien mieux géré plutôt que de partir d'une feuille blanche des services de l'État avec toutes les lacunes que l'on voit aujourd'hui. Ça s'appelle du pragmatisme et du bon sens. Et je pense que c'est ce qui fait défaut à la classe politique. Et plutôt que d'avoir une vision, encore une fois, de long terme, d'avoir du recul, de la hauteur et de poser les choses simplement, eh bien, on se complexifie et on se retrouve comme ça avec une espèce de lenteur, avec un manque d'agilité, d'efficacité assez déconcertante et qui provoque un petit peu toute la méfiance que l'on a au niveau de nos concitoyens. Voilà. Moi, c'est ça pour moi qui fait principalement défaut aujourd'hui à la tête de nos partis politiques et de nos gouvernants.
comme vous le savez, moi, très modestement, j'avais créé il y a maintenant plus de 7 ans un mouvement qui s'appelait Entreprendre pour la France. J'avais été ensuite président de Nous Citoyens, qui était les premiers mouvements citoyens qu'on avait initiés avec mon ami Denis Père, voilà, dont j'ai pris la présidence. Et pourquoi ? Parce que je pense que non seulement les chefs d'entreprise doivent prendre position, je pense que c'est important pour faire évoluer notre société, mais j'allais dire de manière un peu plus large, c'est tous les citoyens. On le voit bien, les enjeux sociétaux aujourd'hui, ça commence par notre jeunesse, dès la maternelle, dès le plus jeune âge, dans l'éducation, dans le transfert des savoirs, dans notre capacité en tant qu'entrepreneur à intégrer des jeunes dans les entreprises, pour les former, pour les préparer, pour les armer, entre guillemets, parce que ce sont eux qui vont devenir les futurs citoyens, les futurs chefs d'entreprise et hommes politiques. Et oui, je pense que les chefs d'entreprise doivent s'investir beaucoup plus, avec non pas dans un souci de leur intérêt personnel, mais dans le souci d'un intérêt qui est beaucoup plus large. Voilà. Moi, je fais du service aujourd'hui aux entreprises, on l'a rappelé, mais je me soucie davantage du problème industriel qu'on a évoqué tout à l'heure, parce que si on a une industrie qui est forte et qui se porte bien en France, ça va dans tout l'intérêt de l'entreprise, pour nos écoles d'ingénieurs, pour nos chercheurs, pour tout simplement notre capacité à produire, à innover, à créer, et surtout à ne pas se retrouver totalement désindustrialisé, tel qu'on a pu l'être malheureusement depuis de nombreuses années. Donc je pense que l'engagement est important et que les chefs d'entreprise, chacun à leur niveau, qu'ils soient patrons de TPE, de PME, de TI, de grands groupes du CAC 40, doivent accepter de prendre le risque, de prendre de la hauteur et de contribuer justement à faire évoluer notre société. On en a tous besoin et c'est de l'intérêt général qui prime. En France, on va dire qu'on a des entrepreneurs, enfin en tout cas des grands patrons qui veulent pas trop prendre le risque de s'exposer au risque sans doute de porter préjudice effectivement à leur entreprise, parce qu'il y a des enjeux économiques, financiers, on le voit bien aujourd'hui, ça va très très vite. On n'est pas très libre quand on est un grand patron d'entreprise coté, tout ce qu'on dit peut être analysé bien ou mal déjà par le cours de l'action, et puis ensuite mais moi je reste encore, alors je commence à avoir un petit peu de cheveux blancs maintenant, à 45 ans, mais je reste un peu rêveur d'avoir des patrons qui prennent leur courage à deux mains et qui aillent au-delà de leur intérêt personnel, mais vraiment de l'intérêt général. Je crois qu'on en a besoin. Je pense qu'une société, je déteste dans les entreprises ce que j'appelle recruter des mafias. Il y a de temps en temps, parfois, dans des grandes écoles qui recrutent toujours, parce qu'un tel est centralien, on va apprendre que les centraliens et polytechniciens, on crée un peu ce que j'appelle des mafias. C'est jamais très bon, c'est pas une bonne chose pour une entreprise. Moi, j'aime la diversité, qu'on puisse recruter des jeunes brillants jeunes diplômés, mais aussi donner la chance à des autodidactes, des gens moins diplômés, avec d'expériences, qui viennent d'environnements différents. La richesse d'une entreprise, c'est ça. Et je pense qu'en politique aussi, pour revenir sur le sujet que l'on abordait tout à l'heure, c'est ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'on a une élite bien pensante qui viennent souvent des mêmes écoles, des mêmes formations, et tout ça, ça manque de diversité. Et si on veut mieux représenter la société, prendre de meilleures décisions, plus dans un intérêt général, eh bien, il faut absolument s'ouvrir. Et pour moi, c'est de la responsabilité aussi du chef d'entreprise. Quand on recrute dans une entreprise, quand son équipe dirigeante, qu'on soit au COMEX, au comité de direction, d'intégrer plus de femmes dans la mesure du possible au niveau des organes de direction. Alors je sais, on a toujours les vieux clichés, bah ouais, mais elles n'ont pas toujours le temps, elles ont une famille, bah ouais. Mais aujourd'hui, c'est à la société pour moi de s'organiser et c'est aux chefs d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires pour laisser davantage de diversité, davantage de femmes, pour créer cet équilibre, tout simplement parce que la société en a besoin. Et je pense que les chefs d'entreprise doivent prendre leurs responsabilités et s'engager. Par exemple, l'éducation nationale. Tant qu'on n'acceptera pas de payer décemment nos enseignants, et notamment à tout niveau, de l'école maternelle jusqu'à l'école supérieure. Non, mais une fois qu'on a dit ça, ça fait 1 million de personnes, donc ça fait un coup pour l'État significatif quand même, de relever tout le monde. Mais non, mais je suis pas d'accord avec ça, parce que vous avez aussi 17% d'absentéisme, parce qu'on n'a pas été capable de créer une vraie direction des ressources humaines au niveau de l'éducation, pour prendre soin de nos enseignants, pour les former, pour leur faire des stages dans les entreprises, pour que
l'enseignement qu'ils donnent à nos forces vives de demain, finalement, correspondent aux besoins des entreprises. Et si vous faites baisser l'absentéisme de 17 à 3% comme on a dans le privé, et qu'à côté de ça, vous revalorisez les salaires, si là, on doit investir sur la jeunesse, c'est sur les enseignants. Il faut attirer les enseignants les plus talentueux, qui ont des vocations, qui ont envie. C'est pour former notre jeunesse de demain. Ne pas investir là-dessus, c'est un massacre. Et là-dessus, on est très mauvais sur le sujet. Ben, en politique, c'est un peu la même chose. Il faut qu'on puisse tirer vers le haut et attirer les meilleurs. Ça irait dans l'intérêt général de la France, tout simplement.